La pluie battait contre les fenêtres de l'immeuble haussmannien du 5e arrondissement de Paris. Élise Moreau, 32 ans, cheveux au burn et regard vif, déposa le dernier carton dans son nouvel appartement. Le numéro 13 gravé sur la porte en laiton avait fait hésiter l'agent immobilier, mais pas Élise. Elle n'était pas superstitieuse. « Enfin chez moi », murmura-t-elle en contemplant le parquet ancien et les moulures délicates. La lumière du soir filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant des ombres allongées sur les murs crème. Cette nuit-là, alors que Paris s'endormait sous un ciel d'encre, Élise fut réveillée par un son ténu. Des murmures. Des voix étouffées qui semblaient provenir de l'intérieur même des murs. Elle alluma sa lampe de chevet et tendit l'oreille. « Y a-t-il quelqu'un » demanda-t-elle, sachant pertinemment l'absurdité de sa question. Les murmures continuèrent, indéchiffrables mais indubitablement présents. Pas des tuyaux qui gémissent ou des voisins bruyants. C'était autre chose. Quelque chose d'ancien. Le lendemain matin, Élise croisa son voisin de palier dans l'escalier. Monsieur Dubois, un homme aux tempes argentées et au dos légèrement voûté, portait une pile de livres anciens. « Ah, la nouvelle locataire de l'appartement 13, dit-il avec un sourire chaleureux. Je suis Gérard Dubois, historien à la retraite. Bienvenue dans notre petit monde. Élise Moreau, enchantée. Je suis restauratrice d'art. Je commence justement un nouveau projet à Notre-Dame cette semaine. » Les yeux de Monsieur Dubois s'illuminèrent. Notre-Dame ? Fascinant. J'ai consacré une partie de ma carrière à étudier cette cathédrale. Ces gargouilles, notamment, recèlent tant de mystères. Leur conversation fut interrompue par le bruit d'une porte qui se fermait brusquement à l'étage supérieur. Une femme mince aux cheveux gris tirés en chignon serré les observait depuis le palier. Madame Lefebvre, présenta Monsieur Dubois à voix basse. Notre voisine du 4e. Plutôt, discrète. La femme hocha sèchement la tête avant de disparaître dans son appartement. Ne vous inquiétez pas, ajouta Monsieur Dubois. Elle est ainsi avec tout le monde. Dites-moi, comment trouvez-vous votre appartement ? Élise hésita. C'est parfait, mais, avez-vous déjà entendu des bruits étranges la nuit ? Comme des voix dans les murs ? Le visage de Monsieur Dubois se figea un instant. Les vieux immeubles ont leurs secrets, mademoiselle Moreau. Certains murmurent plus que d'autres. Il marqua une pause. Si vous entendez à nouveau ces voix, venez me voir. J'ai quelques livres qui pourraient vous intéresser. Ce soir-là, en rentrant de sa première journée à l'atelier de restauration, Élise rencontra un autre voisin dans le hall d'entrée. Grand, les épaules larges, une barbe de 3 jours et un appareil photo professionnel en bandoulière. Victor Lenoir, se présenta-t-il en lui tendant la main. Appartement 7, juste en dessous du vôtre. Élise Moreau. Vous êtes photographe ? Journaliste. Je travaille sur une série d'articles sur le Paris méconnu. Les légendes urbaines, les lieux hantés, ce genre de choses. Élise sourit poliment, mais son regard fut attiré par une ombre qui semblait se mouvoir sur le mur derrière Victor. Quand elle cligna des yeux, l'ombre avait disparu. Cette nuit-là, les murmures revinrent, plus distincts. Et pour la première fois, Élise crut distinguer son nom parmi les voix. L'atelier de restauration de Notre-Dame était baigné d'une lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux. Élise ajusta ses lunettes de protection et examina la gargouille posée devant elle. La créature de pierre, mi-oiseau mi-démon, avait été endommagée lors d'une récente tempête. Elle date du XIIIe siècle, expliqua son superviseur, Laurent Mercier. Une des plus anciennes. On l'appelle la gardienne. Élise caressa délicatement la surface rugueuse de la pierre. Elle a quelque chose de particulier. Toutes les gargouilles sont uniques, mais celle-ci. Laurent hésita. Les ouvriers qui l'ont descendue ont rapporté des choses étranges. Des murmures, des sensations de froid. Des superstitions, bien sûr. Le mot « murmure » fit frissonner Élise. Elle observa plus attentivement le visage de la gargouille. Ses traits semblaient presque familiers, comme si elle l'avait déjà vu quelque part. « Je vais m'en occuper personnellement », décida-t-elle. Pendant les heures qui suivirent, Élise se perdit dans son travail, nettoyant délicatement la pierre, réparant les fissures. À plusieurs reprises, elle eut l'étrange sensation que la gargouille la regardait. De retour à l'appartement 13, les murmures l'accueillirent dès qu'elle franchit le seuil. Plus fort cette fois, comme si sa présence les excitait. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle à voix haute, se sentant ridicule mais déterminée.
Un coup à sa porte la fit sursauter. Victor Lenoir se tenait dans le couloir, un carnet à la main. Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai entendu que vous travailliez à Notre-Dame. Je prépare justement un article sur les gargouilles et leurs légendes. Élise hésita, puis l'invita à entrer. Je restaure justement une gargouille. On l'appelle la gardienne. Les yeux de Victor s'écarquillèrent. Vraiment? C'est fascinant. Selon certaines légendes, les gargouilles ne sont pas de simples décorations. Elles seraient des gardiens, des protecteurs contre des forces anciennes. Des forces comme quoi? Des démons, des esprits. La frontière entre notre monde et l'au-delà est parfois plus fine qu'on ne le croit. Un bruit sourd retentit au-dessus d'eux. L'appartement de Madame Lefebvre. Votre voisine semble agitée, remarqua Victor. Elle est étrange. Monsieur Dubois dit qu'elle a toujours été comme ça. Dubois? L'historien? Il a écrit plusieurs livres sur l'histoire occulte de Paris. Un homme brillant. Leur conversation fut interrompue par un nouveau bruit, mais cette fois, il venait des murs. Les murmures s'étaient intensifiés, formant presque une mélodie. Vous entendez ça? Demanda Élise, surprise de sa propre audace. Victor tendit l'oreille. Des tuyaux qui vibrent? Non, des voix. Je les entends depuis mon arrivée. Victor sortit un petit enregistreur de sa poche. Puis-je? Ils restèrent silencieux pendant que l'appareil tournait. Les murmures semblaient s'adresser directement à eux maintenant, dans une langue qu'Élise ne reconnaissait pas mais qui lui semblait étrangement familière. C'est du latin ancien, murmura Victor, les yeux écarquillés. Ou quelque chose qui y ressemble. Soudain, les lumières vacillèrent. L'enregistreur de Victor émit un grésillement aigu puis s'éteignit. Qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble? Demanda Élise, un frisson parcourant son échine. Je ne sais pas, répondit Victor, mais je crois que nous devrions parler à Monsieur Dubois. Et je pense que votre gargouille et ses murmures sont liés d'une façon que nous ne comprenons pas encore. Cette nuit-là, Élise rêva de Notre-Dame. Dans son rêve, elle se tenait sur le toit de la cathédrale, entourée de gargouilles qui la fixaient de leurs yeux de pierre. Et au centre, la gardienne, qui tournait lentement la tête vers elle et murmurait son nom. La bibliothèque de Monsieur Dubois ressemblait à un cabinet de curiosités. Des étagères croulant sous le poids de livres anciens tapissaient les murs, tandis que des vitrines exposaient des artefacts étranges, fragments de pierres sculptées, parchemins jaunis, et même ce qui semblait être un petit reliquaire en argent terni. Je me doutais que vous viendriez me voir tôt ou tard, dit le vieil homme en servant du thé dans des tasses en porcelaine fine. L'appartement 13 a toujours eu cet effet sur ses occupants. Élise et Victor échangèrent un regard. Vous saviez pour les murmures? Demanda Élise. Je les ai entendus moi-même, il y a bien longtemps. Mais il ne parlait pas à tout le monde. Il observa Élise par-dessus ses lunettes. Ils vous ont choisi, n'est-ce pas? Choisi? Je ne comprends pas. Monsieur Dubois se leva péniblement et se dirigea vers une bibliothèque. Il en tira un volume relié de cuir craquelé. Cet immeuble a été construit en 1853 par Antoine Lefebvre, un architecte qui a également participé à la restauration de Notre-Dame sous la direction de Viollet-le-Duc. Lefebvre, interrompit Victor. Comme notre voisine. Précisément. Claudine Lefebvre est sa descendante directe. Il ouvrit le livre, révélant des dessins architecturaux. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Lefebvre était aussi un occultiste. Il croyait que certains bâtiments pouvaient servir de pont entre les mondes. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Et Notre-Dame? Selon Lefebvre, la cathédrale était construite sur un ancien lieu de culte païen. Les gargouilles n'étaient pas de simples gouttières ou des représentations de démons à repousser. Elles étaient des gardiens, des sentinelles entre notre monde et un autre. Victor prenait frénétiquement des notes. Et cet immeuble? Une extension de ce système de protection. Lefebvre a utilisé les mêmes principes architecturaux, les mêmes symboles cachés dans la pierre. Il tourna une page, montrant le plan de l'immeuble. L'appartement 13 est spécial. Il est aligné parfaitement avec la position de certaines gargouilles de Notre-Dame, formant ce que Lefebvre appelait la constellation de Pierre. Élise repensa à la gargouille qu'elle restaurait. La gardienne. Ah, vous la connaissez. Les yeux de Monsieur Dubois brillèrent. La plus importante d'entre elles. On dit qu'elle contient l'essence même du système de protection. Un bruit sourd au-dessus d'eux les fit sursauter.
Madame Lefebvre semble agitée, remarqua Victor. Elle sait que vous êtes ici, murmura Monsieur Dubois. Elle surveille. Toujours. Pourquoi demanda Élise. La famille Lefebvre s'est divisée il y a longtemps. Certains voulaient protéger le secret, d'autres voulaient l'exploiter. Claudine appartient à la seconde catégorie. Élise sortit son téléphone et montra une photo de la gargouille qu'elle resterait. C'est elle, la gardienne. Monsieur Dubois pâlit visiblement. Vous la restaurez? Depuis quand? 3 jours. Pourquoi? Et les murmures ont commencé quand? Le jour de mon emménagement, mais, ils sont devenus plus forts depuis que je travaille sur la gargouille. Le vieil homme se leva brusquement. Vous devez être prudente. Très prudente. Chaque fois que vous touchez cette pierre, vous renforcez le lien. Quel lien? Entre vous et les gardiens. Entre les mondes. Il s'approcha d'une vitrine et en sortit un petit objet qu'il tendit à Élise. C'était une pierre sculptée en forme de gargouille miniature, semblable à celle qu'elle resterait. Portez ceci. Ça vous protégera. Alors qu'Élise prenait l'objet, les lumières vacillèrent. Un murmure, plus fort que jamais, traversa la pièce comme une vague sonore. Ils savent, murmura Monsieur Dubois. Ils savent que vous êtes consciente maintenant. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Élise ne pouvait s'empêcher de scruter les murs, comme si elle pouvait voir à travers la pierre jusqu'au secret qui le renfermait. Les murmures étaient constants maintenant, une litanie de mots qu'elle ne comprenait pas mais qui résonnaient en elle comme une mélodie familière. Elle s'endormit avec la petite gargouille serrée dans sa main. Dans son rêve, elle se tenait à nouveau sur le toit de Notre-Dame. Mais cette fois, la gardienne lui parlait clairement. « Protège-nous » disait la créature de pierre. Le sceau s'affaiblit. Elle arrive. Élise se réveilla en sursaut, le cœur battant. Sur le mur en face de son lit, une ombre se mouvait, formant lentement la silhouette d'une gargouille aux ailes déployées. Le café de la place Saint-Michel bourdonnait d'activité en ce matin ensoleillé. Élise et Victor avaient choisi une table à l'écart, près de la fenêtre qui offrait une vue parfaite sur Notre-Dame au loin. « J'ai fait des recherches sur Antoine Lefebvre », annonça Victor en étalant des photocopies d'archives sur la table. Il n'était pas seulement architecte et occultiste. Il faisait partie d'une société secrète appelée les Gardiens de la Pierre. Élise examina les documents, des lettres jaunies et des coupures de journaux d'époque. Qu'est-ce que c'était, exactement? Un groupe d'érudits, d'artisans et de membres du clergé qui croyaient que certains édifices sacrés servaient de point d'ancrage pour, eh bien, pour contenir quelque chose. Contenir quoi? Victor hésita. C'est là que ça devient flou. Les textes parlent d'une présence ancienne, d'une force qui existait avant le christianisme. Quelque chose que l'Église a tenté d'emprisonner plutôt que de détruire. Élise sortit la petite gargouille que Monsieur Dubois lui avait donnée. Et quel rapport avec ceci? C'est un talisman des gardiens. Une clé, en quelque sorte. Dubois doit être l'un d'entre eux, ou du moins un descendant. Un serveur déposa 2 cafés sur leur table. Élise remarqua qu'il portait un pendentif similaire à sa petite gargouille. Leurs regards se croisèrent un instant, et l'homme inclina imperceptiblement la tête avant de s'éloigner. « Je crois que nous sommes surveillés, murmura-t-elle. Victor suivit son regard. « Les gardiens existent toujours. Ils doivent savoir que tu travailles sur la gardienne. Mais pourquoi moi? Pourquoi les murmures me parlent-ils? Je ne sais pas encore. Mais j'ai trouvé quelque chose d'autre. » Il sortit une photographie d'une femme qui ressemblait étrangement à Élise. C'est Marie Duplantier, une restauratrice qui a travaillé sur Notre-Dame dans les années 1920. Elle a disparu mystérieusement après avoir restauré certaines gargouilles. Élise sentit un frisson parcourir son échine. La ressemblance était troublante. Tu crois que c'est une coïncidence? Je ne crois plus aux coïncidences, répondit Victor. Pas dans cette affaire. En sortant du café, ils remarquèrent une silhouette familière qui s'éloignait rapidement. Madame Lefebvre. Elle nous suit, constata Victor. De retour à l'atelier de restauration, Élise examina la gardienne avec un regard neuf. La gargouille semblait plus vivante que jamais, ses traits de pierre presque expressifs sous la lumière tamisée. « Que essaies-tu de me dire » murmura-t-elle en caressant la pierre. « Vous lui parlez maintenant » Élise sursauta. Laurent, son superviseur, l'observait depuis l'entrée de l'atelier.
Simple habitude professionnelle, s'excusa-t-il avec un sourire forcé. Faites attention avec celle-là, dit-il en s'approchant. Elle a une histoire particulière. Comment ça? Tous les restaurateurs qui y ont travaillé ont rapporté des expériences étranges. Des rêves, des voix. Il marqua une pause. L'un d'eux a même prétendu qu'elle avait bougé. Élise tenta de masquer son trouble. Des superstitions, comme vous l'avez dit. Sans doute. Laurent observa la gargouille. Mais il y a quelque chose dans ses yeux, vous ne trouvez pas? Comme si elle vous regardait vraiment. Cette nuit-là, Élise fut réveillée par un coup à sa porte. Il était presque minuit. Méfiante, elle regarda par le Judas et vit Victor, l'air agité. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en ouvrant. « Dubois a disparu, annonça-t-il. Son appartement est vide, comme s'il n'avait jamais existé. »« Quoi ? C'est impossible, je l'ai vu hier. » Ils montèrent à l'étage de Monsieur Dubois. La porte de l'appartement était entr'ouverte. À l'intérieur, les étagères étaient vides, les vitrines dépouillées. Seul un livre restait, posé au centre de la table, un volume ancien intitulé « Le langage des pierres ». « Quelqu'un l'a fait disparaître » murmura Victor. Avec toutes ses recherches. Un bruit de pas dans le couloir les fit se retourner. Madame Lefebvre se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage austère éclairé par la faible lumière. « Il savait trop de choses » dit-elle d'une voix étonnamment douce. « Comme vous commencez à en savoir trop. »« Qu'avez-vous fait de lui ?» demanda Élise, la colère remplaçant la peur. « Moi ? Rien. Ce sont les gardiens qui l'ont emmené. Ils sentent que le moment approche. » Elle s'avança dans la pièce. « Ils vous observent, mademoiselle Moreau. Ils savent que vous êtes liée à la gardienne. »« Comment savez-vous tout ça ?» Un sourire énigmatique étira les lèvres minces de madame Lefebvre. « Parce que je les combats depuis plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Antoine Lefebvre était mon ancêtre, mais il a choisi le mauvais camp. »« Quel camp ?» intervint Victor. « Celui qui veut garder emprisonnée une force qui devrait être libre. » Elle fixa Élise. « Une force qui vous appelle à travers les murs de cet appartement, à travers la pierre de cette gargouille. » Les murmures s'intensifièrent soudain, comme pour confirmer ses paroles. Élise porta instinctivement la main à la petite gargouille qu'elle gardait dans sa poche. « Ne faites pas confiance aux gardiens, poursuivit madame Lefebvre. Ils vous utiliseront, comme ils ont utilisé toutes celles qui vous ont précédé. »« Celles » répéta Élise. « Les femmes qui vous ressemblaient. Qui restaurait la gardienne? Qui entendait les murmures? » Elle s'approcha davantage. « Savez-vous pourquoi vous lui ressemblez tant? Parce que vous êtes lié à elle. Par le sang. Par l'âme. » Un frisson parcourut l'échine d'Élise. « Qui suis-je vraiment? » La question n'est pas qui vous êtes, répondit madame Lefebvre, mais ce que vous allez choisir de devenir. L'aube se levait sur Paris quand Élise ouvrit « Le langage des pierres ». Le livre, écrit en latin et en français ancien, était rempli de symboles étranges et de diagrammes complexes. Victor, qui s'était endormi sur le canapé, s'éveilla lentement. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il en s'étirant. « Je crois que c'est un lexique, répondit Élise, les yeux rivés sur une page particulière. Une traduction des murmures que j'entends. » Elle avait passé la nuit à déchiffrer le texte, guidée par une compréhension intuitive qui la surprenait elle-même. Les symboles, bien qu'inconnus, lui semblaient familiers, comme une langue maternelle longtemps oubliée. « Écoute ça, dit-elle en lisant un passage. Les gardiens de la pierre parlent à travers les murs, à travers le temps. Ils cherchent celle qui entend, la descendante de la première gardienne, pour renouveler le sceau avant que l'ancien ne s'éveille. »« L'ancien » répéta Victor. « Une entité emprisonnée sous Notre-Dame, apparemment. Quelque chose que les premiers bâtisseurs ont enfermé dans les fondations de la cathédrale. Et le sceau ? Un rituel qui doit être renouvelé périodiquement. Les gargouilles en sont les points d'ancrage, et la gardienne est la clé principale. » Victor s'approcha pour examiner le livre. « Et madame Lefebvre veut libérer cette chose. Elle croit que c'est une force bénéfique, injustement emprisonnée par l'Église. » Élise tourna une page, révélant l'illustration d'une femme ressemblant étrangement à elle-même, debout sur le toit de Notre-Dame, entourée de gargouilles. Mais selon ce livre, l'ancien est une menace qui pourrait détruire la ville entière. Un bruit sur les fit sursauter. Quelque chose venait de tomber dans l'atelier de restauration qu'Élise avait aménagé dans une pièce adjacente. Ils s'y précipitèrent.
La gardienne gisait sur le sol, inexplicablement tombée de son support. Mais ce n'était pas le plus troublant. La gargouille avait changé. Son visage, auparavant figé dans un rictus démoniaque, arborait maintenant une expression presque sereine. Et ses yeux semblaient suivre Élise. « C'est impossible, murmura Victor. La pierre ne peut pas changer de forme. » Élise s'approcha lentement et posa sa main sur la gargouille. Une chaleur étrange émanait de la pierre, comme si elle était vivante. « Je crois qu'elle essaie de me dire quelque chose, dit-elle doucement. » Les murmures s'intensifièrent soudain, formant des mots qu'Élise comprenait maintenant clairement. Le sceau faiblit. La nuit des gargouilles approche. Prépare-toi. Qu'est-ce qu'ils disent, demanda Victor, incapable d'entendre ce qu'Élise percevait. Ils parlent d'un événement imminent. La nuit des gargouilles. Je crois que c'est le moment où le sceau est le plus vulnérable. Quand? Élise ferma les yeux, se concentrant sur les murmures. À la prochaine pleine lune. Dans 3 jours. Victor consulta son téléphone. C'est aussi la nuit du solstice d'été. Une conjonction rare. Un nouveau bruit les alerta, mais cette fois, il venait de l'entrée de l'appartement. Quelqu'un avait frappé à la porte. C'était le serveur du café, celui qui portait le pendentif en forme de gargouille. Mais il ne portait plus son uniforme. Vêtu d'une simple chemise noire, il dégageait une autorité tranquille. « Je m'appelle Thomas, dit-il. Je suis un gardien. Et nous avons besoin de votre aide, mademoiselle Moreau. » Ils le firent entrer, méfiant mais curieux. « Monsieur Dubois est en sécurité, les rassura-t-il immédiatement. Nous l'avons mis à l'abri quand nous avons compris que madame Lefebvre s'intéressait à lui. »« Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» demanda Victor. Thomas sortit un objet de sa poche, une petite clé ancienne. « Parce que je peux vous montrer la vérité. La vérité sur ce qui se cache sous Notre-Dame, sur ce que les gardiens protègent vraiment, et sur votre rôle dans tout cela, Élise. »« Mon rôle ? Vous êtes une descendante directe de Mathilde de Chauvigny, la femme qui a conçu la première gardienne au XIIIe siècle. Votre sang est lié à la pierre, à la protection. » Élise repensa à la ressemblance troublante avec la femme du livre, avec Marie du Plantier. Et les autres femmes qui me ressemblaient. D'autres descendantes, appelées à différentes époques pour renforcer le sceau. Certaines ont réussi. D'autres ont disparu, compléta Victor. Thomas acquiesça gravement. Le rituel n'est pas sans danger. Mais si le sceau n'est pas renforcé pendant la nuit des gargouilles, l'ancien s'éveillera. Et Paris paiera le prix. Quel prix ? demanda Élise. L'ancien se nourrit de souffrance, de chaos. La dernière fois qu'il s'est partiellement éveillé, c'était pendant la terreur. Des milliers de personnes sont mortes. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Que dois-je faire ?» demanda finalement Élise. « Terminer la restauration de la gardienne, d'abord. Puis venir avec moi sous Notre-Dame, où le cercle des initiés vous préparera pour le rituel. » Élise regarda la gargouille, dont les yeux semblaient l'implorer. Les murmures s'étaient transformés en un chant doux, presque apaisant. « D'accord, dit-elle. Mais Victor vient avec moi. » Thomas hésita, puis acquiesça. Les temps changent. Peut-être avons-nous besoin de nouveaux alliés. Alors qu'il se préparait à partir, Élise jeta un dernier regard à son appartement. Les murs semblaient vibrer doucement, comme si l'immeuble lui-même approuvait sa décision. « Les pierres parlent, murmura-t-elle. Et maintenant, je comprends leur langue. » Les catacombes sous Notre-Dame n'apparaissaient sur aucune carte officielle. Thomas les guidait à travers un dédale de tunnels étroits, éclairés par des torchers électriques fixés aux parois humides. L'air était chargé d'une odeur de pierre ancienne et d'encens. Ces passages ont été creusés bien avant la cathédrale, expliqua Thomas. Les Romains les utilisaient déjà pour leur propre rituel. Élise sentait la petite gargouille vibrer dans sa poche, comme si elle réagissait à la proximité de quelque chose. Les murmures, omniprésents, formaient maintenant une mélodie cohérente qui résonnait dans sa tête. « Nous y sommes presque », annonça Thomas en s'arrêtant devant une porte en bois massif ornée de symboles similaires à ceux du livre. La porte s'ouvrit sans qu'il ait besoin de la toucher, révélant une vaste salle circulaire. Des dizaines de bougies illuminaient l'espace, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de fresques représentant des gargouilles et des scènes bibliques entremêlées. Au centre, un cercle de personnes en robe sombre entourait un autel de pierre sur lequel reposait. « La gardienne, murmura Élise. Mais comment ? Je l'ai laissée dans mon appartement.
Ce n'est pas la même, expliqua Thomas. C'est l'original. Celle que vous restaurez n'est qu'une copie, créée pour maintenir le lien entre le monde extérieur et ce sanctuaire. Monsieur Dubois s'avança, vêtu comme les autres d'une robe noire. Élise, Victor, bienvenue au cercle des initiés. Les membres du cercle s'écartèrent, révélant l'autel dans toute sa splendeur. La gargouille originale était magnifique, intacte, ses détails infiniment plus précis que ceux de la copie qu'Élise restaurait. Et son visage était le portrait exact d'Élise. Maintenant vous comprenez, dit doucement Monsieur Dubois. Mathilde de Chauvigny n'a pas seulement conçu la gardienne. Elle lui a donné son visage, son essence. Et à travers les siècles, ses descendantes ont été appelées pour renouveler ce lien. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Demanda Élise, hypnotisée par la ressemblance troublante. Le sceau s'affaiblit tous les 100 ans environ. La dernière fois, c'était en 1921. Marie Duplantier, votre arrière-grand-tante, a accompli le rituel. Mais cette fois, c'est différent. L'ancien n'a jamais été aussi proche de se libérer. Un grondement sourd fit trembler les murs de la salle. Il sent votre présence, expliqua une femme âgée qui s'avança. Il sait que vous êtes là pour renforcer sa prison. Qui êtes-vous? Demanda Victor. Sœur Agnès. J'étais présente lors du dernier rituel. J'ai guidé Marie. Elle prit les mains d'Élise dans les siennes. Le rituel exige un sacrifice, ma chère. Pas de sang, mais de temps. Que voulez-vous dire? Pendant que le sceau est renforcé, vous devrez rester ici, sous Notre-Dame, pendant 1 an et 1 jour. Comme gardienne physique du sceau. Élise recula, choquée. 1 an? Mais ma vie, mon travail. C'est le prix à payer, dit doucement Monsieur Dubois. Marie l'a payé. Comme toutes celles avant elle. Un nouveau grondement, plus fort, secoua la salle. Des fragments de pierre se détachèrent du plafond. Il s'impatiente, murmura Thomas. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Soudain, la température chuta brutalement. Les bougies vacillèrent, et une ombre massive sembla glisser sur les murs. Il est là, souffla sœur Agnès. L'ancien nous observe. Un rire froid, métallique, emplit la salle. Puis une voix, qui semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. La fille de Pierre est revenue. Comme c'est, très visible. Les membres du cercle se rapprochèrent instinctivement, formant une barrière protectrice autour d'Élise et Victor. N'écoutez pas, avertit Monsieur Dubois. Il essaie de vous influencer. Vraiment, Gérard, reprit la voix. Tu leur caches tant de choses. Dis-leur la vérité sur ce que je suis. Sur ce que vous êtes. Élise sentit un froid intense l'envahir, comme si l'ombre tentait de pénétrer son esprit. Qu'est-ce que c'est exactement, cette chose que vous appelez l'ancien? Demanda Victor, serrant la main d'Élise pour la rassurer. Monsieur Dubois et sœur Agnès échangèrent un regard inquiet. Une entité qui existait avant les hommes, expliqua finalement Dubois. Certains l'ont appelé démon, d'autres dieux. Il se nourrit de chaos et de souffrance. Les premiers bâtisseurs de Notre-Dame l'ont emprisonné ici, utilisant la foi et des rituels anciens pour créer le sceau. Et les gargouilles? Des gardiens. Des sentinelles. Chacune contient une fraction du pouvoir nécessaire pour maintenir le sceau. Un bruit de pas précipité dans le couloir interrompit leur conversation. La porte s'ouvrit violemment, et une silhouette familière apparut. Madame Lefebvre, les cheveux défaits, les yeux brillants d'une lueur fébrile, se tenait dans l'encadrement. Derrière elle, plusieurs personnes en tenue sombre attendaient, armées de ce qui semblait être des artefacts anciens. Vous arrivez trop tard, lança-t-elle. La nuit des gargouilles a commencé. Et cette fois, l'ancien sera libéré. Thomas et plusieurs gardiens s'avancèrent pour lui barrer la route, mais un éclair de lumière bleutée jaillit des mains de Madame Lefebvre, les projetant contre les murs. Comment? Balbutia Élise. L'ancien lui prête sa force, expliqua sœur Agnès. Elle lui a offert quelque chose en échange. Quelque chose de précieux. Madame Lefebvre s'avança dans la salle, ses suivants se déployant autour d'elle. Pendant des siècles, vous avez emprisonné une force de changement, de renouveau. L'ancien n'est pas un démon, mais un catalyseur. Il transforme, il purifie par le feu. Il détruit, corrigea Monsieur Dubois. Rappelle-toi la terreur, Claudine. Rappelle-toi ce qui s'est passé quand ton ancêtre a tenté de le libérer. Des sacrifices nécessaires pour un monde meilleur. Elle se tourna vers Élise.
Vous n'avez pas à vous sacrifier pour eux. Rejoignez-moi. Libérez l'ancien. Votre sang peut défaire le sceau aussi facilement qu'il peut le renforcer. Élise sentit la petite gargouille brûler dans sa poche. Les murmures s'intensifièrent, devenant presque assourdissants. Ne l'écoutez pas, supplia Victor. Regardez ses yeux. Ce n'est plus elle qui parle. En effet, les yeux de Madame Lefebvre avaient pris une teinte opalescente, comme si quelque chose d'autre regardait à travers eux. Un violent tremblement secoua toute la structure. Des fissures apparurent dans les murs, et une brèche s'ouvrit dans le sol près de l'autel, révélant un abîme d'où émanait une lueur rougeâtre. Il est trop tard, annonça Madame Lefebvre avec un sourire triomphant. Le sceau se brise déjà. Bientôt, l'ancien marchera à nouveau parmi nous. Élise sentit une chaleur intense émaner de la gargouille originale sur l'autel. Sans réfléchir, guidée par un instinct profond, elle s'en approcha et posa ses mains sur la pierre. Une vision l'assaillit immédiatement, Notre-Dame vue du ciel, ses gargouilles s'illuminant une à une comme des étoiles dans la nuit. Et sur le toit de la cathédrale, une silhouette féminine levant les bras vers le ciel orageux. Lorsqu'elle revint à elle, Élise savait ce qu'elle devait faire. Le rituel, dit-elle d'une voix qui ne semblait pas tout à fait la sienne. Il doit être accompli sur le toit, pas ici. Les gargouilles doivent être témoins. Sœur Agnès la regarda avec stupéfaction. Comment pouvez-vous savoir cela? Même nous l'ignorions. La gardienne me l'a montré. Élise se tourna vers Madame Lefebvre, dont le sourire s'était figé. Vous le saviez, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous vouliez m'empêcher d'atteindre le toit. Un éclair de fureur traversa le visage de la femme. Tuez-la, ordonna-t-elle à ses suivants. Maintenant. Mais avant qu'ils puissent agir, un rugissement de pierre emplit la salle. La gargouille sur l'autel avait bougé, tournant sa tête vers les assaillants. Ses yeux brillaient d'une lumière dorée. Les gardiens s'éveillent, murmura Thomas avec révérence. Élise sentit une force nouvelle l'envahir, comme si la pierre elle-même lui prêtait sa puissance. Au toit, ordonna-t-elle. Vite. Alors qu'il se précipitait vers la sortie, poursuivi par Madame Lefebvre et ses acolytes, Élise jeta un dernier regard à la salle. L'ombre de l'ancien semblait s'étirer depuis la brèche, formant une silhouette monstrueuse qui grandissait à chaque seconde. La course vers le toit de Notre-Dame venait de commencer. Et avec elle, le véritable test d'Élise. L'orage grondait au-dessus de Paris, illuminant la silhouette majestueuse de Notre-Dame par intermittence. Le vent hurlait entre les tours, comme un avertissement, comme un appel. Élise, Victor, Thomas et une poignée de gardiens avaient atteint le toit de la cathédrale par un escalier secret, laissant Monsieur Dubois et Sœur Agnès retenir Madame Lefebvre et ses disciples dans les catacombes. La pluie battante les aveuglait, mais Élise avançait avec assurance, guidée par une connaissance qui n'était pas la sienne. Là, dit-elle en pointant la galerie des chimères. C'est là que le rituel doit avoir lieu. Les gargouilles qui bordaient le toit semblaient les observer, leur visage de pierre plus expressif que jamais sous la lumière des éclairs. Élise sentait leur présence, leur conscience, comme si elle s'éveillait d'un long sommeil. Elles nous regardent, murmura Victor, frissonnant sous la pluie glacée. Elles attendent, corrigea Thomas. Depuis des siècles. Ils atteignirent la galerie, où un cercle de pierre était gravé dans le sol, presque effacé par les intempéries mais toujours visible. Au centre, un socle vide attendait. La gardienne comprit Élise. Elle devrait être ici. Un tremblement violent secoua la cathédrale tout entière. Au loin, des cris s'élevaient de la ville, alors que des fissures apparaissaient dans les rues environnantes. L'ancien gagne en puissance, expliqua Thomas. Le sceau se brise. Comment pouvons-nous accomplir le rituel sans la gargouille originale, demanda Victor, désespéré. Élise sortit la petite réplique de sa poche. Elle brillait maintenant d'une lumière dorée, pulsant comme un cœur. Avec ceci, dit-elle. Et avec moi. Elle s'avança au centre du cercle et plaça la petite gargouille sur le socle. Instantanément, les gravures du cercle s'illuminèrent, traçant des symboles complexes qui s'étendaient jusqu'au bord du toit. Le sang de Mathilde coule dans mes veines, déclara Élise, les mots lui venant naturellement. J'appelle les gardiens de pierre à se réveiller et à renouveler leur serment. Un à un, les yeux des gargouilles qui entouraient la cathédrale s'illuminèrent, d'abord d'une lueur dorée, puis d'un bleu intense qui perçait l'obscurité de l'orage. Ça fonctionne, souffla Thomas, émerveillé. Mais leur espoir fut de courte durée. La porte menant au toit s'ouvrit avec fracas, et Madame Lefebvre apparut, suivie de ses disciples.
Du sang coulait de son front, mais ses yeux opalescents brillaient plus intensément que jamais. « Vous ne pouvez pas l'arrêter » cria-t-elle par-dessus le rugissement du vent. « L'ancien est déjà parmi nous. » Comme pour confirmer ses paroles, une ombre gigantesque s'éleva derrière la cathédrale, se découpant contre les nuages orageux. Une silhouette impossible, plus grande qu'un immeuble, avec des membres trop nombreux et trop longs, une tête cornue et des yeux comme des puits sans fond. « Mon Dieu » murmura Victor. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» L'ancien, répondit Thomas, le visage blême. Sa forme véritable. Élise sentit la peur l'envahir, mais la petite gargouille sur le socle pulsait plus fort, comme pour l'encourager. Les murmures dans sa tête s'étaient transformés en un chant puissant, un hymne ancien qui résonnait jusqu'au plus profond de son être. Continuez le rituel, ordonna Thomas aux autres gardiens, avant de se tourner pour faire face à Madame Lefebvre et ses disciples. Nous allons les retenir. Victor hésita, déchiré entre rester auprès d'Élise et aider à la défense. Va, lui dit doucement Élise. Je dois faire cela seul. Alors que Victor rejoignait Thomas, Élise ferma les yeux et se concentra sur le chant qui résonnait en elle. Elle leva les bras vers le ciel orageux, exactement comme dans sa vision. Par le sang de Mathilde, par la pierre et la foi, je renouvelle le sceau qui te lie, ancien. Retourne dans les ténèbres d'où tu viens. La lumière émanant des gargouilles s'intensifia, formant un réseau de rayons bleutés qui convergeaient vers Élise. La petite sculpture sur le socle s'éleva dans les airs, grandissant, se transformant, jusqu'à devenir une réplique parfaite de la gargouille originale. L'ancien rugit, un son qui n'appartenait pas à ce monde, qui faisait vibrer l'air lui-même. Son ombre immense tendit un bras vers Élise, comme pour l'écraser. Maintenant, hurla Madame Lefebvre à ses disciples. Brisez le cercle. Ils s'élancèrent, mais les gargouilles réagirent. Sous les yeux horrifiés de tous, les créatures de pierre tournèrent leur tête, certaines même détachant leurs ailes de la cathédrale pour s'interposer. Une pluie de pierres s'abattit sur les assaillants, les forçant à reculer. Mais Madame Lefebvre, portée par la puissance de l'ancien, parvint à traverser cette barrière. Elle se jeta sur Élise, brisant sa concentration. « Tu ne comprends pas » siffla-t-elle, ses mains serrant la gorge d'Élise. « L'ancien n'est pas notre ennemi. Il est notre libérateur. La souffrance qu'il apporte est nécessaire pour forger un monde nouveau. » Élise luttait pour respirer, pour maintenir le lien avec les gargouilles dont la lumière commençait à faiblir. L'ombre de l'ancien grandissait, s'étendant sur tout Paris. « Élise » cria Victor, tentant de se frayer un chemin jusqu'à elle. Dans un dernier effort, Élise agrippa la petite gargouille qui flottait toujours au-dessus du socle. Au moment où ses doigts touchèrent la pierre, une décharge d'énergie pure traversa son corps. Les yeux d'Élise s'illuminèrent de la même lumière bleue que les gargouilles. Sa voix, lorsqu'elle parla, semblait être celle de centaines de femmes à travers les âges. Par le sang de toutes celles qui m'ont précédé, par la pierre et l'esprit, je te lie, ancien. Je renouvelle le sceau pour 100 ans et un jour. Une onde de choc émana d'Élise, projetant Madame Lefebvre en arrière. Les rayons de lumière émanant des gargouilles s'intensifièrent, formant un dôme au-dessus de Notre-Dame qui s'étendit rapidement pour englober tout Paris. L'ancien hurla, son corps monstrueux se dissolvant comme de la fumée sous l'assaut de la lumière. Son ombre se rétracta, aspirée vers le sol de la cathédrale, vers les catacombes, vers sa prison millénaire. Madame Lefebvre, voyant son maître vaincu, poussa un cri de rage et de désespoir. Ses yeux perdirent leur lueur opalescente, redevenant humains, emplis de larmes. « Non, gémit-elle. Vous ne comprenez pas. Il m'avait promis de la ramener. » « Qui ?» demanda Élise, dont la voix redevenait normale alors que la lumière s'estompait. « Ma fille » sanglota Madame Lefebvre. « Morte il y a si longtemps. Il m'avait promis de me la rendre si je le libérais. » Élise sentit son cœur se serrer. L'ancien avait exploité la douleur de cette femme, sa vulnérabilité la plus profonde. Le sol se stabilisa. L'orage commença à s'apaiser. Les gargouilles, une à une, retrouvèrent leur immobilité de pierre, leurs yeux s'éteignant comme des étoiles au lever du jour. Victor rejoignit Élise, la serrant dans ses bras. « Tu as réussi » murmura-t-il. « C'est fini. » Mais Thomas secouait la tête. « Pas tout à fait. Le rituel n'est pas complet. » Élise se tourna vers lui, comprenant soudain ce qui l'attendait. Le sacrifice. 1 an et 1 jour. Thomas acquiesça gravement. « Vous devez rester ici, comme gardienne physique du sceau, jusqu'à ce qu'il soit complètement stabilisé.
Victor serra Élise plus fort. Il doit y avoir une autre solution. Non, dit doucement Élise. C'est ainsi que cela doit se passer. C'est ma destinée, mon héritage. Elle regarda la ville qui s'étendait autour d'eux, les lumières de Paris qui brillaient à nouveau normalement, les gens qui reprenaient leur vie, ignorant le danger qu'ils avaient frôlé. Un an, murmura-t-elle. Ce n'est pas si long, comparé à l'éternité que l'ancien aurait pu nous infliger. Alors que l'aube pointait à l'horizon, dissipant les derniers nuages d'orage, Élise se tenait au centre du cercle de pierre, acceptant son rôle comme l'avaient fait toutes celles qui l'avaient précédée. Les gargouilles, bien que silencieuses et immobiles, semblaient veiller sur elle, reconnaissantes. La nuit des gargouilles était terminée. Mais pour Élise, une nouvelle vie venait de commencer. 1 an et 1 jour s'étaient écoulés depuis la nuit des gargouilles. Paris vivait son printemps avec l'insouciance habituelle, ignorant le drame qui s'était joué sur les toits de Notre-Dame. Les touristes admiraient les gargouilles sans savoir qu'elles avaient sauvé la ville, que derrière leurs yeux de pierre se cachait une conscience ancienne et vigilante. Victor Lenoir attendait sur le parvis de la cathédrale, un bouquet de roses blanches à la main. Son cœur battait la chamade. Aujourd'hui était le jour. Elle va bien, demanda-t-il à Thomas qui venait de le rejoindre. Mieux que bien, répondit le gardien avec un sourire énigmatique. Elle a changé. Ils entrèrent dans la cathédrale et se dirigèrent vers une porte discrète que les visiteurs ne remarquaient jamais. Elle menait à un escalier en colimaçon qui s'élevait jusqu'au toit. Comment a-t-elle vécu cette année, demanda Victor alors qu'il montait. Dans la contemplation, l'apprentissage. Les gardiens lui ont enseigné les secrets de la pierre, les rituels anciens. Et elle nous a enseigné en retour. Comment ça? Elle a compris des choses que nous avions oubliées. Sur la nature véritable des gargouilles, sur notre rôle. Elle a renouvelé notre ordre autant que le sceau. Ils atteignirent enfin le toit. Le soleil printanier baignait la galerie des chimères d'une lumière dorée. Et là, au centre du cercle de pierre, se tenait Élise. Victor s'arrêta, le souffle coupé. Elle était magnifique, vêtue d'une simple robe blanche qui contrastait avec ses cheveux auburn. Mais ce qui le frappa le plus, c'était son regard. Des yeux qui semblaient contenir des siècles de sagesse, qui brillaient d'une lumière intérieure. Élise, murmura-t-il en s'approchant. Elle sourit, et ce sourire illumina tout son visage. Victor. Ils restèrent un moment à se regarder, séparés par une année d'absence mais liés par une expérience que peu pouvaient comprendre. Tu m'as manqué, dit-il finalement, lui tendant les roses. Toi aussi. Elle prit les fleurs, les porta à son visage pour en respirer le parfum. Comment va le monde en bas? Il tourne, comme toujours. Ton appartement t'attend. J'ai veillé à ce que tout reste en place. Et Madame Lefebvre? Elle vit toujours dans l'immeuble. Plus calme, plus résignée. Monsieur Dubois lui rend visite régulièrement. Je crois qu'il essaie de l'aider à faire son deuil, enfin. Élise hocha la tête, compréhensive. Et les murmures? Toujours là, mais différents. Plus comme une berceuse que comme des voix inquiétantes. L'appartement 13 semble apaisé. Thomas s'approcha. Il est temps, Élise. Le rituel de libération. Ils se dirigèrent vers le centre du cercle, où la gargouille qui avait pris la forme de la gardienne reposait toujours. Élise s'agenouilla devant elle, posa ses mains sur la pierre. Je te remercie, murmura-t-elle. Pour ta guidance, ta protection. Le sceau est stable maintenant. Tu peux te reposer. La pierre sembla vibrer sous ses doigts, comme en réponse. Puis, lentement, la gargouille reprit sa forme originale de petite sculpture, celle que Monsieur Dubois lui avait donnée 1 an plus tôt. Élise la prit délicatement et la tendit à Thomas. Elle doit retourner dans le sanctuaire, avec l'original. Et vous, demanda Thomas. Allez-vous reprendre votre vie d'avant? Élise échangea un regard avec Victor. Pas exactement. On ne revient pas inchangé d'une année passée à communier avec les gardiens de pierre. Ils redescendirent ensemble, traversant la cathédrale où les fidèles et les touristes vaquaient à leurs occupations, inconscients de la présence de celle qui avait sauvé leur ville. Dehors, Paris s'étendait devant eux, vibrante et éternelle. Élise respira profondément, savourant l'air frais, les odeurs de la ville, la sensation du soleil sur sa peau. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant » demanda Victor. « Retourner à la restauration » Oui et non. Je veux continuer à travailler avec les gargouilles, mais différemment. Elles ont tant à nous apprendre, tant d'histoires à raconter.
Elle se tourna vers lui. Et toi? Ton article sur les légendes urbaines? Devenu une série. Les gardiens méconnus de Paris. Sans mentionner l'ancien, bien sûr, ni le rituel. Certains secrets doivent rester des secrets. Ils marchèrent en silence jusqu'à leur immeuble. Dans le hall, ils croisèrent Madame Lefebvre qui descendait lentement les escaliers. Elle s'arrêta en voyant Élise, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Vous êtes revenu » dit-elle simplement. « Oui » répondit Élise avec douceur. « Comment allez-vous, Madame Lefebvre ?»« Je survis. » Elle hésita. Les voix, elles sont plus calmes maintenant. Elles le resteront. Le sceau tiendra pour un siècle. Madame Lefebvre hocha la tête, une larme solitaire coulant sur sa joue ridée. Ma fille, elle me manque toujours. Je sais. Élise s'approcha, prit les mains de la vieille femme dans les siennes. Mais elle n'aurait pas voulu que vous libériez une telle horreur en son nom. Non, en effet. Madame Lefebvre serra brièvement les mains d'Élise avant de les relâcher. Prenez soin de vous, mademoiselle Moreau. Et, merci. Elle s'éloigna, laissant Élise et Victor seuls dans le hall. C'était inattendu, commenta Victor. Pas tant que ça. La douleur peut nous pousser vers l'obscurité, mais la compréhension peut nous ramener à la lumière. Ils montèrent jusqu'à l'appartement 13. Élise s'arrêta devant la porte, hésitante. Ça va? Demanda Victor. Oui, c'est juste, étrange de revenir après tout ce temps. Elle ouvrit la porte. L'appartement était exactement comme elle l'avait laissé, mais il semblait différent. Plus lumineux, plus accueillant. Et les murmures, ils étaient toujours là, mais comme l'avait dit Victor, ils ressemblaient maintenant à une douce mélodie, presque réconfortante. « Bienvenue chez toi, dit Victor. » Élise sourit, touchant doucement les murs. « Les pierres se souviennent, murmura-t-elle. Elle porte l'écho de tout ce qui s'est passé. » Elle se dirigea vers la fenêtre qui offrait une vue sur Notre-Dame au loin. Les gargouilles étaient à peine visibles d'ici, de minuscules silhouettes perchées sur les hauteurs de la cathédrale. Mais Élise savait qu'elle veillait, qu'elle protégeait. Et qu'elle l'appellerait à nouveau si besoin était. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Victor, s'approchant d'elle. Élise se tourna vers lui, son visage éclairé par la lumière du soleil couchant. « Vivre. Apprendre. Et me préparer. » Te préparer à quoi? À la prochaine fois où les gargouilles auront besoin de moi, répondit-elle doucement. Car même si le sceau tiendra un siècle, l'ancien n'est pas le seul danger qui menace notre monde. Les gardiens m'ont montré d'autres mystères, d'autres forces qui sommeillent. Victor prit sa main dans la sienne. Alors nous nous préparerons ensemble. Élise sourit, serrant sa main en retour. Ensemble. Cette nuit-là, alors que Paris s'endormait sous un ciel étoilé, Élise se tenait à sa fenêtre, écoutant les murmures apaisés de l'appartement 13. Au loin, les gargouilles de Notre-Dame veillaient silencieusement sur la ville, leurs silhouettes se découpant contre la lune. L'une d'elles, la gardienne, semblait tourner légèrement la tête dans sa direction. Un geste imperceptible pour quiconque ne savait pas regarder, mais qu'Élise reconnut comme un salut, une promesse. Les pierres parlaient, et désormais, Élise comprenait parfaitement leur langage. Elle était devenue le pont entre deux mondes, la gardienne d'un savoir ancien qui continuerait à protéger Paris des ombres que la plupart ne pouvaient voir. Dans les murs de l'appartement 13, les murmures formèrent une mélodie qui ressemblait presque à un chant de victoire. Un chapitre s'était achevé, mais l'histoire d'Élise, des gargouilles et des secrets de Notre-Dame ne faisait que commencer. Fin.